Alors, bonjour à tous, on va commencer et j'ai pensé que ce serait utile que je revienne un petit peu sur les derniers points qu'on a vus la dernière fois. Alors, peut-être pas la loi de Joule, mais ce qui se passe dans un circuit quand vous branchez un circuit extérieur sur un générateur. Alors, ce que j'ai représenté ici, c'est une boîte avec un point d'interrogation que j'ai appelé la boîte noire, c'est-à-dire que peu importe ce qu'il y a dans cette boîte noire, ce qui compte, c'est ce qu'on va pouvoir observer vu de l'extérieur, c'est-à-dire comment est-ce que l'énergie est transférée du générateur à cette boîte noire. Alors, on avait suivi, on avait regardé que le courant sortait par la borne plus du générateur, entrait par le point A dans la boîte noire, ressortait par le point B et revenait vers la borne moins du générateur. Et donc, le courant circule de cette façon. Alors, on a déjà vu que le courant, on considère que c'est un ensemble de charges positives qui se déplacent dans le sens conventionnel du courant, même si en réalité, on sait que les porteurs de charges réelles sont des électrons libres et que donc en réalité, quand on parle de courant qui passe dans ce sens, ça correspond dans la réalité à des électrons qui se déplacent dans l'autre sens. Mais bon, ça revient un petit peu au même. Des électrons qui se déplacent dans le sens inverse du sens conventionnel, eh bien ça revient à un déplacement de charge positive dans le sens conventionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un électron, disons, va vers la gauche, eh bien l'absence d'électrons, la charge positive, va aller vers la droite, va aller en sens inverse. Donc c'est pas complètement faux de dire que le courant électrique, c'est une circulation de charges positives, qui seront des absences d'électrons. Et donc, on avait regardé ce qui se passait quand une charge positive traverse la boîte noire. Et on avait vu qu'elle entrait avec un potentiel VA et elle sortait avec un potentiel VB. Ce qui fait que si vous regardez bien, le point A étant relié à la borne plus du générateur et le point B à la borne moins, vous voyez bien que le potentiel du point A est plus grand que le potentiel du point B. Donc, la charge positive qui traverse la boîte noire, eh bien, à l'entrée, elle avait une énergie potentielle dQVA. À la sortie, elle a une énergie potentielle dQVB qui est plus petite que ce qu'elle avait en entrant dans la boîte. Conclusion, chaque charge positive qui a traversé la boîte noire, eh ben, elle y a laissé de l'énergie potentielle. D'accord? Alors, on avait écrit donc que la variation d'énergie potentielle d'une charge positive, c'était moins dQVA moins VB, puisqu'elle entre par le point A et elle sort par le point B. Donc, son état final, c'est VB, et son état initial, c'est VA. Donc, on avait écrit dQVB moins VA. Comme VA est plus grand que VB, ben on va écrire ça sous la forme VA moins VB avec un signe moins devant, ce qui fait que la variation d'énergie potentielle d'une charge positive quand elle a traversé la boîte noire, eh bien, c'est quelque chose de négatif, donc elle a perdu l'énergie moins VA moins VB multiplié par IDT, puisque le courant, l'intensité du courant, c'est le rapport dQ sur dt. Donc, si vous avez dQ, ça vous donne IDT. Voilà. Alors, cette perte d'énergie pour chacune des charges, eh bien, ça correspond à de l'énergie que la boîte noire, que le contenu de la boîte noire a gagné. Donc, l'énergie dW qui est opposée à cette perte d'énergie potentielle de chacune des charges, eh bien, c'est l'énergie qui est transmise à la boîte. Alors, quand on a écrit ça en termes de puissance, eh bien, la puissance reçue par la boîte noire, c'était VA moins VB multiplié par I. D'accord? Puisque la puissance, c'est la quantité d'énergie par unité de temps. Donc, c'est dW sur dt. Alors, si vous divisez le dW par dt, il vous reste les termes VA moins VB multiplié par I. Alors, après, on avait vu que cette puissance reçue par le contenu de la boîte noire,
eh bien, ça va apparaître sous différentes formes. Ça peut apparaître sous forme d'énergie mécanique, chimique, etc. Et ça apparaît toujours en totalité si c'est une résistance qu'il y a à l'intérieur de la boîte ou en partie sous forme de chaleur, puisque quand un moteur tourne, eh bien, il chauffe. Quand vous chargez une batterie, elle chauffe. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une transformation d'énergie, eh bien, elle est accompagnée d'une perte d'énergie sous forme de chaleur. Voilà, après on avait regardé la loi de Joule, c'est-à-dire ce qui se passe si à l'intérieur de la boîte il y avait une résistance R, eh bien on avait trouvé, on avait pu écrire la loi de Joule qui s'écrit aussi sous forme en termes de puissance qui s'écrit P égale RI carré. Voilà, ou bien VA moins VB au carré divisé par R. Voilà, donc ça c'était pour la petite révision sur le dernier point qu'on a vu dans le chapitre précédent. Alors on va commencer le dernier chapitre du programme, c'est les réseaux électriques. Voilà. Alors on va y aller. Alors on va définir d'abord ce que c'est qu'une force électromotrice. Alors, les piles et les générateurs sont des dispositifs qui sont capables de maintenir une certaine différence de potentiel entre deux points. Alors, on dit que ces appareils sont le siège d'une force électromotrice. Alors, l'abréviation de la force électromotrice, c'est FEM. Alors, on va reprendre le schéma de tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai fait la petite révision sur le dernier point du chapitre conducteur. Alors voilà, on va reprendre ce schéma, sauf que cette fois, eh bien, on ne va pas s'intéresser à ce qui arrive aux charges quand elles traversent la boîte noire. On va s'intéresser à ce qui arrive aux charges quand elles traversent le générateur. D'accord? Donc, on a déjà regardé ce côté-là. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand les charges entrent par la borne moins et sortent par la borne plus du générateur. Alors, une charge donc dQ positive, alors je rappelle encore une fois que le courant électrique, on le considère comme un ensemble de charges positives qui circulent dans le sens conventionnel. Donc, du point de vue du générateur, eh bien, les charges, elles vont entrer par le potentiel VB, puisque la borne moins est reliée au point B. Ça veut dire que la charge positive qui traverse le générateur, elle va entrer avec un potentiel VB et elle va sortir avec un potentiel VA. D'accord? Donc, le rôle du générateur, eh bien, ça va être, sachant que VA est plus grand que VB, eh bien, le rôle du générateur, ça va être d'amener une charge positive d'un potentiel VB à un potentiel plus élevé VA. D'accord? Alors, euh, on va voir une petite analogie gravitationnelle. Alors, regardez, c'est un système dans lequel on a des boules, d'accord, qui vont rouler sur un plan du haut. Il y a deux plans, un plan en bas, un plan en haut. Donc, elles vont rouler dans ce sens, tomber dans un tube. Donc, elles étaient à la hauteur H et elles vont tomber dans le tube et sortir du tube. Bon, on ne voit pas le dispositif qui permet de faire sortir les billes, mais elles sortent. Donc, chaque boule va sortir du tube. Elle va être à la hauteur H égale 0. Elle va rouler jusqu'à la personne qui est là. Et la personne qui est là va attraper les boules une par une et les remettre sur le plan supérieur. D'accord? Alors, d'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai mes boules qui étaient à une hauteur h, donc qui avaient une énergie potentielle gravitationnelle égale à mgh. Elles tombent dans le tube et à la sortie du tube, elles ont perdu toute leur énergie potentielle de gravitation. D'accord? Donc, elles sortent du tube
avec une énergie potentielle plus petite que celle qu'elles avaient à l'entrée. D'accord? Donc, d'une certaine façon, ce tube est en train de jouer pour les boules le même rôle que la boîte noire pour les charges qu'il a traversées en entrant avec une énergie potentielle dQVA et en sortant avec une énergie potentielle VB qui est plus petite. Donc ici, les boules, quand elles entrent dans le tube, elles ont l'énergie potentielle MGH et quand elles sortent, eh bien, elles ont une énergie potentielle Mg0, c'est-à-dire 0. Alors, ensuite, on regarde de ce côté la personne qui prend les boules et qui les remet à la hauteur H. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va leur redonner de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle qu'elles avaient perdue de ce côté-ci de mon circuit en quelque sorte. Donc, elles reprennent les boules, elles les remettent, elles leur redonnent de l'énergie potentielle de gravitation et ça va continuer comme ça. Donc, si on fait le parallèle, eh bien, les boules vont jouer le rôle des charges, d'accord? Le tube va jouer le rôle de la boîte noire et la personne va jouer le rôle du générateur. C'est-à-dire qu'elle prend une boule avec une énergie potentielle de gravitation qui est nulle et elle va la ramener à une énergie potentielle de gravitation qui va être égale à mgh. Ça va, c'est clair, ce système gravitationnel? Eh bien, c'est oui, très bien. Alors, camarade Hassas dit, quand on parle de charge plus, on parle de quoi exactement? De protons. Je ne comprends pas parce que les protons ne peuvent pas bouger. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous étiez déjà là ou pas. C'est qu'on considère que le courant électrique, c'est une circulation de charges positives, mais en réalité, ce qui se déplace, ce sont des électrons qui se déplacent dans le sens inverse du sens conventionnel du courant. Et ces charges positives qui se déplacent, en réalité, ce ne sont pas des protons, pas du tout. Ce sont des absences de charges négatives. Alors, quand vous avez un atome qui est neutre, ah d'accord, ok. Alors, attendez. Euh, alors, vous dites que vous venez juste de terminer le TP de la matinée. Est-ce que c'est tous les samedis ou c'est juste aujourd'hui? Parce que si ça vous fait arriver en retard, peut-être qu'on pourrait changer, décaler un petit peu, à moins que vous n'ayez autre chose à 13 heures, mais on pourrait commencer à 11h30 au lieu de commencer à 11h20. Ça vous va? Tous les samedis? Vous avez autre chose après? Vous avez un cours ou un TD à 13 heures? Non? Alors, dorénavant, ce sera 11h30, d'accord? Ça vous laissera le temps de vous reconnecter sur mon cours. Ça vous va? C'est bon? 11h30? Ça vous convient? D'accord. Alors, je reprends cette histoire de charge positive. En aucun cas, ce ne sont des protons qui se déplacent, mais ce sont des électrons libres qui se déplacent dans le sens inverse du sens conventionnel du courant. Mais chaque électron qui se déplace dans un sens va laisser à sa place une absence d'électrons qu'on va appeler charge positive. C'est un trou, c'est une absence de charge négative, c'est-à-dire que c'est une charge positive. Donc, c'est-à-dire que l'atome que l'électron a quitté, il va lui manquer un électron. Donc, il va être chargé positivement. Donc, j'ai cette absence de charge négative qui est là. L'électron va changer, va encore une fois changer de place, il va se déplacer vers l'atome suivant et cette absence d'électrons va se propager dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les électrons, imaginons qu'ils aillent dans un conducteur, qu'ils aillent vers la gauche,
eh bien, il va y avoir l'absence d'électrons qui va se propager vers la droite. D'accord? Donc, on dit, c'est-à-dire que je vous rappelle qu'on a déjà parlé de ça quand on a dit ce que c'était que le sens conventionnel du courant. C'est-à-dire que c'est une convention. Les scientifiques se sont entendus pour dire le courant, il passe dans ce sens. D'accord? Quand le sens conventionnel du courant a été fixé, les physiciens n'avaient aucune idée de ce que c'était que les électrons. Donc, ils ne connaissaient pas l'existence des électrons. Et quand on a découvert les électrons et qu'on a découvert qu'ils étaient chargés négativement et que donc le courant électrique, en réalité, c'était une circulation d'électrons libres, eh bien, on n'a pas changé la convention parce que de toute manière, le résultat est le même. Des électrons ont des charges négatives qui se déplacent dans un sens, c'est la même chose que des charges positives qui se déplaceraient, je mets ça au conditionnel, qui se déplaceraient dans l'autre sens. Donc, on a maintenu le sens conventionnel du courant parce que il n'est pas en contradiction avec cette réalité qui est que ce sont des électrons qui se déplacent en sens inverse du courant. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Hessas? C'est Hessas qui avait posé la question des protons. C'est bon ou pas? D'accord. Ok. Alors, je reviens donc à. On avait fini l'analogie gravitationnelle. Donc, le tube qui joue le même rôle que la boîte noire. La dame qui est ici, qui joue le même rôle que le générateur, qui va aller prendre les boules à une énergie potentielle de gravitation nulle et les ramener à la hauteur h, donc à une énergie potentielle de gravitation égale à mgh. Donc, le générateur, c'est la dame, le tube, c'est la boîte noire, les boules, ce sont les charges. Voilà, c'est l'équivalence. Hein. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est les équivalences qu'on peut faire avec notre système électrique. Alors, on revient à notre système électrique. Donc, l'énergie que fournit le générateur à chacune des charges positives assurant la circulation du courant, eh bien, ça va être l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Or, je reviens à mon schéma. Quand les charges entrent dans le générateur, elles entrent par la borne moins, c'est-à-dire par le potentiel VB. Et elles sortent avec le potentiel VA. D'accord? Donc, si j'écris la variation d'énergie potentielle, eh bien, c'est dQ multiplié par VA, c'est-à-dire l'énergie potentielle finale, moins VQ multiplié par dQ multiplié par VB, qui va être l'énergie potentielle initiale de ces charges qui traversent le générateur. Alors, on définit la force électromotrice comme l'énergie que fournit le générateur à une charge unité, c'est-à-dire que c'est une façon de définir l'énergie que fournit le générateur d'une manière un petit peu plus générale que de dire que pour une charge dQ, l'énergie fournie par le générateur, c'est cette expression. Eh bien, on va définir l'énergie que fournit le générateur indépendamment de la charge qui va le traverser. C'est-à-dire qu'on va définir ça. Oui, oui, je peux répéter. Vous voulez que je répète à partir du début du système électrique, c'est ça? C'est bon? À partir d'où? À partir d'où vous voulez que je reprenne sa route? À partir de... oui, d'accord. Ok, c'est bon. Alors, je reviens donc à ce qui se passe, à ce qui arrive aux charges. D'accord? Là, on a vu ce qui est arrivé aux boules. Il passe d'une énergie grâce à Notre-Dame qui représente le générateur.
elle passe d'une énergie potentielle de gravitation nulle à une énergie potentielle de gravitation égale à mgh. D'accord? Et bien ici, si on regarde les charges qui traversent le générateur, c'est-à-dire que c'est le générateur qui va les faire aller, qui les prend avec une énergie potentielle dQVB et qui va les ramener, une fois que les charges sortent par la borne plus, eh bien le générateur les a amenés au potentiel VA, c'est-à-dire qu'il leur a fait passer leur énergie potentielle de dQVB, puisque l'énergie potentielle d'une charge, quand elle est à un potentiel V, c'est le produit QV. D'accord? Donc ici, l'énergie potentielle avec laquelle les charges arrivent à l'entrée du générateur, c'est dQVB. Et l'énergie potentielle avec laquelle elles vont sortir du générateur, ça va être dQVA, puisque la borne plus, elle est au potentiel VA, puisque le point A est relié à la borne plus. Ça veut dire que le potentiel de la borne plus, c'est VA, c'est le potentiel qu'on a vu tout à l'heure. Et le potentiel de la borne moins, eh bien, puisque la borne moins est reliée au point B, ça veut dire que c'est le potentiel VB. Donc, si je regarde ce qui arrive à une charge quand elle traverse le générateur, eh bien, elle entre avec une énergie potentielle dQVB et elle sort avec une énergie potentielle dQVA. Donc, quand j'écris la variation d'énergie potentielle, j'écris que c'est l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Donc, dQVA moins dQVB, c'est-à-dire dQVA moins VB. Est-ce que vous avez mieux compris, Rania? C'est bon? D'accord. Ok. Alors maintenant, eh bien, on en arrive à la définition d'une force électromotrice, la force électromotrice d'un générateur. Donc la force électromotrice d'un générateur, c'est l'énergie que peut fournir ce générateur à une charge qui vaudrait 1. C'est-à-dire que je vais écrire que c'est la variation d'énergie potentielle, donc ce que va gagner une charge qui vaudrait 1. D'accord? Puisque j'ai divisé par dQ, donc la force électromotrice, c'est l'énergie que fournit le générateur à une charge unité. Donc une charge qui vaudrait 1, donc c'est la quantité d'énergie potentielle que fournit le générateur par unité de charge, d'une certaine façon. Alors, même si on appelle ça une force électromotrice, ce n'est pas une force. Vous voyez que quand vous regardez l'unité de la force électromotrice, l'énergie s'écrit en joules et la charge en coulombs. Donc, vous avez des joules par coulomb, c'est-à-dire des volts. D'accord? Donc, la force électromotrice d'un générateur, eh bien, ça a la dimension d'une différence de potentiel. Est-ce que c'est bon jusque-là? Alors, on va regarder maintenant les transformations d'énergie qu'il y a dans le circuit. Dans un circuit, évidemment, où il y a un générateur, donc il y a un courant qui passe. Alors, il y a des observations qu'on peut faire, et puis après, on verra l'explication qu'on peut en donner. Première observation, quand un générateur est branché dans un circuit, il chauffe. D'accord? C'est-à-dire que votre batterie du téléphone, eh bien, quand le téléphone est en mode de fonctionnement, eh bien, quand vous touchez votre téléphone, vous vous rendez compte qu'il chauffe, d'accord? Donc, ça veut dire que tant que la batterie fournit de l'énergie aux composants qu'il y a dans votre téléphone, eh bien, la batterie de votre téléphone chauffe.
Deuxième observation, eh bien, si on mesure la différence de potentiel, alors vous prenez un générateur et vous voyez la figure de gauche, eh bien, je n'ai rien mis entre les deux points A et B, d'accord? Et la figure de droite, j'ai mis ma fameuse boîte noire entre les points A et B, d'accord? Donc ici, j'ai ce qu'on appelle un générateur à vide, ça veut dire qu'il n'est pas branché, il ne délivre pas de courant. Et ici, j'ai un générateur en charge, c'est-à-dire que j'ai quelque chose, j'ai mis une charge, quelque chose qui est entre les bornes du générateur. Eh bien, quand on mesure ces différences de potentiel VA moins VB, alors à vide, on va trouver une valeur plus grande que quand on mesure VA moins VB une fois qu'on a mis quelque chose ici. D'accord? Donc, la différence de potentiel à vide est plus grande que la différence de potentiel en charge. Alors, tout ça, ça veut dire quoi? Eh bien, tout ça, ça veut dire que le générateur a une résistance interne. À chaque fois qu'il y a de la chaleur qui apparaît dans un circuit, c'est qu'il y a des résistances dans ce circuit. Donc ici, si la chaleur apparaît au niveau du générateur quand vous le touchez, eh bien ça veut dire qu'il a une résistance interne. Alors la représentation du générateur réel, ce qu'on a représenté jusqu'à maintenant, c'est un générateur idéal qui n'a qu'une force électromotrice et pas de résistance interne. Mais les générateurs réels, eh bien, ils ont une force électromotrice et une résistance interne. Donc, entre les deux points A et B, que vous voyez sur la figure de gauche, eh bien, en réalité, il y a toujours, en série avec votre force électromotrice, une petite résistance qu'on appelle la résistance interne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Oui, d'accord. Alors, on passe à la page suivante. Voilà. Alors maintenant, ben, on va faire un petit peu le bilan de ce qui peut se passer du point de vue de l'énergie dans un circuit dans lequel on a un générateur réel et une boîte noire. Alors, si on branche un circuit entre les deux points A et B, eh bien, il y a un courant qui circule dans les fils de connexion. D'accord? Vous avez vu tout à l'heure que tant que je fermais pas le circuit, eh bien, il n'y a pas de courant qui apparaît. Si vous avez un générateur et que vous le laissez tout seul sans le brancher sur un circuit, eh bien, il n'y a pas de courant qui passe dans les fils de connexion. Il n'y a que si vous refermez le circuit que vous allez avoir un courant électrique dans les fils. Alors, l'énergie électrique qui est fournie par le générateur à une charge dQ positive, eh bien, j'écris une des charges qui contribue au passage du courant. Eh bien, j'écris, je reprends ma définition de la force électromotrice. J'ai dit que c'était l'énergie fournie par unité de charge. Donc, si j'ai une charge dQ, je mets l'énergie fournie par unité de charge multipliée par la valeur de la charge. Donc, l'énergie fournie par le générateur à une charge dQ, eh bien, c'est E dQ. dQ, c'est égal à I dt. Je vous rappelle que l'intensité du courant, c'est dQ sur dt. Donc, dQ, c'est I dt. Ce qui fait que cette énergie fournie par le générateur, eh bien, c'est EI dt. Et si j'écris ça en termes de puissance, je vous rappelle que la puissance, c'est la quantité d'énergie par unité de temps. Donc, je vais avoir la puissance fournie par le générateur qui est égale à EI. Donc,
la force électromotrice multipliée par l'intensité du courant. C'est bon? Alors, on va écrire ce bilan donc en termes de puissance. Alors, on écrit le bilan en termes d'énergie et ensuite, au moment de passer aux valeurs, aux expressions, on écrira ça en termes de puissance. Alors, dans ce circuit, on a deux entités. On a le générateur et on a la boîte noire. D'accord? Alors, l'énergie, elle est toujours fournie par le générateur. Donc, énergie fournie par le générateur égale à l'énergie transformée en une autre forme d'énergie dans le circuit extérieur. D'accord? C'est ce qui est reçu d'une certaine façon, c'est l'énergie reçue par la boîte noire, plus un terme qui est perdu, l'énergie dissipée sous forme de chaleur à l'intérieur du générateur. D'accord? Alors, on va écrire les expressions. Alors, la puissance fournie par le générateur, ben, on vient de voir, oui. Alors, l'énergie potentielle est nulle aussi quand on ne branche pas notre générateur. Donc, comment peut-elle être plus grande que quand on le branche là où I est différent de 0? C'est ça? C'est ça votre question. Alors, l'énergie... alors, vous me dites l'énergie potentielle est nulle aussi quand on ne branche pas le générateur. Oui, il n'y a pas... tant qu'il n'y a pas... Je suis d'accord avec vous. Tant qu'il n'y a pas de charge, on ne peut pas parler d'énergie, mais par contre, on peut parler de potentiel. Le potentiel VB et le potentiel VA, ils sont toujours là. D'accord? C'est-à-dire qu'on a notre générateur qui est capable de maintenir une différence de potentiel entre deux points. C'est-à-dire que si vous mettez, vous savez comment on mesure une différence de potentiel? On met un voltmètre en parallèle avec l'élément pour lequel on veut mesurer la différence de potentiel. Alors, je reviens. Là, c'est ça. Je reviens à mon dessin. Alors, si vous mettez un voltmètre ici, d'accord? Alors, si vous mettez un voltmètre, eh bien, en réalité, vous fermez le circuit. C'est-à-dire que je dis I égale 0, j'aurais dû mettre I presque égal à 0, pratiquement égal à 0. Quand vous mettez un voltmètre ici, eh bien, il y a un courant qui va passer dans le cadre du voltmètre qui va faire dévier l'aiguille, d'accord? Et la déviation de l'aiguille que vous allez avoir sur le voltmètre, elle est proportionnelle à la différence de potentiel que vous mettez aux bornes du voltmètre. Donc, même si c'est, je considère que c'est à vide parce que je n'ai pas mis de circuit extérieur, mais j'ai mis un voltmètre. Alors pourquoi est-ce que je peux considérer que I est pratiquement égal à 0? C'est parce que, je ne sais pas si vous avez fait des TP au lycée, mais vous avez dû voir que la résistance interne d'un voltmètre, c'est quelque chose de très très grand, c'est de l'ordre de 100 000 ohms. Donc, le courant qui va passer dans une résistance aussi grande, il va être très très faible, d'accord? Et c'est comme si on avait en réalité I égale 0. Donc, on a quand même une différence de potentiel ici, c'est-à-dire qu'on va avoir une circulation de charge dans le circuit dans lequel il y aurait d'un côté le générateur et entre les points A et B, le voltmètre, d'accord? Et on va pouvoir avoir malgré tout une variation d'énergie potentielle pour les charges qui vont traverser le voltmètre.
Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'était qui D'accord. Ok. Voilà. Alors, on en était donc à l'énergie fournie par le générateur qui est égale à l'énergie reçue par le circuit extérieur, plus la partie qui est perdue en chaleur dans le générateur. Ici, je ne compte pas ce qui est perdu en chaleur dans la boîte noire. Hein. On verra ça après. D'accord. Alors, donc, l'énergie fournie par le générateur, on vient d'écrire ça, on a vu que c'était le produit EI. C'est bon? L'énergie reçue par le circuit extérieur, on a fait la petite révision tout à l'heure au début de la séance, on a vu que c'était VA moins VB I. D'accord? Si vous mettez un circuit extérieur entre les deux points A et B, que le circuit extérieur est traversé par un courant I, eh bien la puissance qui est reçue par le circuit extérieur, c'est le produit VA moins VB multiplié par I. On a vu ça pour ceux qui sont arrivés en retard. On a vu ça à la fin du chapitre précédent, la dernière fois. L'énergie dissipée sous forme de chaleur à l'intérieur du générateur, eh bien c'est R, la résistance interne du générateur, multipliée par I carré. J'applique la loi de Joule. Hein. C'est bon? Alors maintenant, ben, je vais passer à la relation en termes au bilan en termes de potentiel. Eh bien, en termes de potentiel, il suffit de simplifier, de tout diviser par I. Donc ici, il va me rester E, VA moins VB, et ici, il va me rester petit r I. Donc j'ai E égale à VA moins VB plus RI, ce qui fait que si je veux avoir la différence de potentiel aux bornes du générateur, VA moins VB, eh bien c'est E moins RI. C'est l'expression que vous avez utilisée au lycée. C'est bon? Alors, application, on va faire une application où on peut écrire des équations. Donc, on va faire comme application le cas d'une résistance R qui serait à l'intérieur de notre boîte noire. Ce serait ça notre circuit extérieur. Eh bien, à la place de VA moins VB ici, je vais mettre RI. D'accord? Donc, j'écris que VA moins VB est égal à RI. Donc, RI égale E moins petit RI. Alors, je peux regrouper les termes en I. Je vais avoir RI plus petit RI égale à E. Et ça me donne le courant qui passe dans ce circuit. Donc, E sur la somme des résistances. Donc, la résistance extérieure plus la résistance interne du générateur. Alors, on va parler de rendement. Si vous n'avez pas, si vous avez des questions, je peux m'arrêter là hein, et voir. C'est bon? C'est bon, je passe à la suite. Alors, rendement des générateurs. Alors, le rendement d'un générateur, alors on l'écrit avec la lettre grecque eta. C'est comme un N avec un trait qui descend plus que le N. Alors, eta égale à la puissance utilisable par le circuit extérieur sur la puissance fournie par le générateur. Alors, la puissance utilisable, eh bien, c'est celle-ci, d'accord? Et la puissance fournie par le générateur, c'est EI. Donc, je fais le rapport
et on a VA moins VB divisé par E, la force électromotrice du générateur. Alors, il faut noter que VA moins VB est toujours plus petit que E. D'accord? Au maximum, si vous avez un générateur qui est parfait, c'est-à-dire un générateur sans résistance interne, au maximum, vous allez avoir VA moins VB égale à E. Donc, ça veut dire que le rendement d'un générateur réel, il est toujours inférieur à 1. Alors, un générateur idéal ayant un rendement de 1 serait un générateur sans résistance interne. Alors, ça veut surtout dire que vous ne trouverez jamais un rendement supérieur à 1. Un générateur ne peut pas donner, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas récupérer dans le circuit plus d'énergie que ce que le générateur vous a fourni. C'est une question de logique. Hein. Voilà, donc le état est toujours inférieur à 1. Alors, on va passer à la force contre-électromotrice. Alors, on va d'abord parler de récepteur. Alors, un récepteur, c'est quelque chose qui reçoit. D'accord? Alors, il reçoit quoi? Il reçoit de l'énergie. Alors, un récepteur, c'est quelque chose qui est capable de transformer l'énergie électrique qu'il reçoit en une autre forme d'énergie. Alors, l'autre forme, ça va être quoi? Eh bien, ça va être de l'énergie mécanique si ce récepteur est un moteur. Ça peut être de l'énergie chimique si ce récepteur est une batterie. Il peut y avoir d'autres récepteurs, mais bon, voilà. On a ces deux exemples-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la transformation se fait toujours avec une perte d'énergie sous forme de chaleur dans le récepteur. Alors, la dernière fois, on avait un petit peu parlé de ça, il me semble. Quand quand vous utilisez un appareil électrique, un mixeur, un moulin à café, eh bien, l'énergie électrique se transforme en énergie mécanique, quand le moteur tourne. Et quand vous touchez votre mixeur, vous vous rendez compte qu'il a chauffé, donc il y a une partie qui est perdue en chaleur parce que ce moteur a une énergie interne, d'accord? Donc la transformation énergie électrique en énergie mécanique, elle se fait avec une perte sous forme de chaleur. Alors pareil pour la transformation énergie électrique, énergie chimique. Quand vous chargez la batterie de votre téléphone, eh bien, quand vous touchez l'endroit où il y a la batterie, vous vous rendez compte que le téléphone est chaud. Donc, ça veut dire que la transformation énergie électrique, énergie chimique, elle s'est faite avec une perte d'énergie sous forme de chaleur. Alors, on va écrire le bilan. Donc, l'énergie reçue par le récepteur est égale à l'énergie utilisable sous une forme autre que la chaleur, plus l'énergie dissipée sous forme de chaleur dans le récepteur. Alors, on écrit ça en termes de puissance. Donc, on a l'énergie reçue. Notre récepteur, il est aux bornes du générateur, donc il est entre les deux points A et B. Donc, VA moins VB multiplié par I. L'énergie utilisable sous une forme autre que la chaleur, on va l'appeler P'. Et l'énergie dissipée sous forme de chaleur dans le récepteur, puisque sa résistance interne c'est R', eh bien ça sera R'(I carré). Ça va jusque-là? D'accord. Alors, cette puissance utilisable, eh bien, elle est définie par la relation
P', donc la puissance utilisable, égale à EI, un E minuscule. Hein. Ce petit E, c'est ce qu'on appelle la force contre-électromotrice du récepteur. Ce qui fait que notre relation, notre bilan d'énergie qui était VA moins VBI égale à P' plus R'I carré, eh bien mon P' c'est EI, d'accord? Donc j'ai VA moins VBI, ça c'est la puissance reçue par le récepteur, égale à E petit EI, c'est-à-dire la puissance transformée en une forme autre que la chaleur, plus l'énergie qui est perdue dans le récepteur sous forme de chaleur. Alors, si vous écrivez ça en termes de potentiel, ça revient à tout diviser par I, d'accord? Et vous avez VA moins VB égale à E plus R'I. Alors, c'est une formule que vous avez déjà vue au lycée aussi. Alors, la représentation maintenant d'un récepteur dans un circuit, eh bien, c'est de mettre un rond avec le petit E à l'intérieur pour signifier que c'est la force contre-électromotrice du récepteur, en série avec la résistance interne du récepteur. Voilà. Alors, le rendement. Alors, le rendement, cette fois, ça va être la puissance utilisable sous une forme autre que la chaleur, c'est-à-dire la puissance, d'une certaine façon, la puissance utile, c'est-à-dire celle qui sert à faire quelque chose, à faire tourner le moteur ou charger, stocker sous forme d'énergie chimique dans votre batterie. C'est ça, utilisable sous une forme autre que la chaleur, divisé par la puissance reçue par le récepteur. Alors, on avait trouvé que la puissance utilisable, eh bien, c'était EI, petit EI, et la puissance reçue par le récepteur, c'était VA moins VB, I, puisque ici, le récepteur, c'est notre boîte noire, c'est notre circuit extérieur. Voilà, donc quand on fait le rapport, eh bien, on trouve que état, le rendement du récepteur, c'est petit e sur VA moins VB. Alors, on va remonter à notre relation en termes de potentiel. Vous voyez bien que VA moins VB, c'est petit e plus ce terme-là. Ça veut dire que VA moins VB est toujours plus grand que petit e. D'accord? Je redescends à mon expression du rendement. Eh bien, on a au numérateur petit e, au dénominateur VA moins VB. On vient de voir que VA moins VB est toujours plus grand que petit e. Donc, ce rendement est toujours inférieur à 1. Alors, un récepteur idéal, ce serait un récepteur de rendement 1 et ce serait un récepteur sans résistance interne qui permettrait de transformer toute l'énergie électrique reçue en une forme d'énergie utile. Donc, ce terme-là n'existerait pas. Ce serait ça un récepteur idéal, c'est-à-dire que tout ce qui est fourni, tout ce qui est reçu par le récepteur est transformé en autre chose que de la chaleur. Donc, il n'y aurait pas ce terme-là et ce serait notre récepteur idéal, ce qui n'existe pas. Hein. Alors, on en arrive à l'application de la loi d'Ohm à une portion de circuit. Alors, on va voir les éléments qu'on vient de voir. On a vu le générateur, la résistance, le récepteur, d'accord? Et puis, on va écrire donc les différences de potentiel aux bornes de chacun de ces éléments en prenant
le courant qui passe soit dans un sens, soit dans l'autre. D'accord? Alors, figure de gauche, je cherche VA moins VB avec le courant qui passe de la borne moins à la borne plus. Alors, on dit que c'est un générateur réversible. Alors, il faut qu'on s'arrête un petit moment sur ce terme de réversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un générateur qui peut fonctionner en générateur, mais qui peut aussi se comporter en récepteur. Donc, quand il va être traversé par le courant du moins au plus, c'est-à-dire qu'il fait gagner de l'énergie aux charges, eh bien, c'est un générateur, il fournit de l'énergie. Et quand il est traversé du plus au moins, eh bien, il reçoit de l'énergie. D'accord? Donc, il se comporte en récepteur. Alors, dans les deux cas, eh bien, si vous cherchez la différence de potentiel VA moins VB, eh bien, vous avez VA moins VB. J'ai pris un générateur idéal, hein, c'est-à-dire qui n'a pas de résistance interne. Donc, VA moins VB, ici, eh bien, c'est le potentiel de la borne plus moins le potentiel de la borne moins, c'est-à-dire la force électromotrice du générateur. Dans l'autre cas, avec le courant qui entre par la borne plus et qui sort par la borne moins, eh bien, je cherche VA moins VB, c'est-à-dire le potentiel de la borne plus moins le potentiel de la borne moins. Donc, encore une fois, c'est petit e. Ça va? VA moins VB, c'est toujours la force électromotrice. Maintenant, attention, si je vous dis VB moins VA, à ce moment-là, ça devient moins E, parce que vous allez faire la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus. D'accord? Mais quand vous faites VA moins VB, quel que soit le sens dans lequel le courant passe, eh bien, c'est E, la force électromotrice du générateur. Est-ce que ça, c'est clair? Bon, alors on passe à la résistance. Alors, la résistance, je vous rappelle qu'on a déjà vu la loi d'Ohm qui nous donne la différence de potentiel au bord d'une résistance qui est parcourue par un courant I. Alors, dans la loi d'Ohm, quand j'écrivais A moins VB, le courant doit entrer par le point A et sortir par le point B. Donc ici, VA moins VB, c'est RI. D'accord? Maintenant, figure de gauche, le courant entre par le point B et sort par le point A. Donc si je veux écrire la loi d'Ohm, eh bien je vais dire VB moins VA égale RI. D'accord? Or, moi, je cherche VA moins VB. Puisque VB moins VA égale RI, eh bien, ça veut dire que VA moins VB égale à moins RI. Alors, attention, il faut bien mémoriser ces deux cas. C'est que quand le courant entre par le point A et sort par le point B, j'ai VA moins VB égale RI. Quand le courant entre par le point B et sort par le point A, j'ai VA moins VB égale à moins RI. Je vous rappelle que le courant électrique dans une résistance, il entre toujours par la borne de potentiel le plus élevé. D'accord? Donc, VA moins VA est supérieur à VB, ça veut dire que VA moins VB est positif. De ce côté, j'ai VB supérieur à VA, donc VA moins VB est négatif. C'est bon? Ok. Alors, on en arrive au récepteur pur de force contre-électromotrice E. Alors, pur,
À ne pas confondre avec idéal, hein. Idéal, c'était un récepteur idéal, c'est un récepteur qui n'a pas de résistance interne. D'accord? C'est c'est idéal parce que ça n'existe pas. D'accord? Par contre, un récepteur pur, c'est quoi? C'est un récepteur qui ne, qui ne peut pas fonctionner si le courant ne le traverse pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'un récepteur, c'est fait pour être traversé de sa borne de plus haut potentiel à sa borne de plus bas potentiel. Tout à l'heure, on a parlé de générateur réversible et on a vu que le générateur, il pouvait être traversé dans les deux sens. Je vais revenir à la figure de tout à l'heure. Oh, voilà. Voilà. Donc, mon générateur réversible, ça veut dire qu'il peut être aussi bien générateur que récepteur. C'est-à-dire qu'il peut soit générer de l'énergie, soit recevoir de l'énergie. Et quand il fournit de l'énergie, eh bien, il est traversé par le courant de sa borne moins à sa borne plus, d'accord? Il fait gagner du potentiel, alors que quand il se comporte en récepteur, il est traversé de sa borne plus à sa borne moins, donc il reçoit de l'énergie, il la consomme. C'est pas, il n'est pas en train de fournir de l'énergie quand il est traversé par le courant dans ce sens. D'accord? Donc ici, on a un générateur réversible. Alors attention, des générateurs réversibles, tous les générateurs ne sont pas réversibles. La batterie de votre téléphone est un générateur réversible puisqu'elle peut soit alimenter les circuits de votre téléphone, c'est un générateur, ou être un récepteur quand vous la rechargez. D'accord? Elle reçoit de l'énergie qu'elle va stocker sous forme d'énergie chimique. Donc la batterie du téléphone est un générateur réversible. Par contre, quand vous achetez des piles pour utiliser une lampe torche, eh bien ce sont juste des générateurs. Ce ne sont pas des générateurs réversibles parce que vous n'allez pas pouvoir les recharger. D'accord? Alors donc, les générateurs, ils peuvent être soit réversibles, soit non réversibles. Alors maintenant, on va revenir à notre récepteur pur. Eh bien, le récepteur pur ne peut se comporter que comme un récepteur. D'accord? un, un moteur, par exemple, c'est un récepteur pur parce qu'il va transformer l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie mécanique. D'accord? Mais il ne pourra pas vous rendre cette énergie. Il ne va pas pouvoir, en tournant, vous restituer, transformer son énergie mécanique en énergie électrique. Bon, il existe, il y a ce genre de transformation réversible quand vous regardez ce qui se passe dans l'alternateur d'une voiture, mais je vous parle du moteur ici, ça peut être le moteur de votre mixeur ou de votre moulin à café. Ce moteur-là, c'est un récepteur pur. Il ne peut que recevoir de l'énergie, il ne peut pas la transformer, il ne peut pas vous la rendre sous forme d'énergie électrique. Voilà. Ce qui est le cas de la batterie de votre téléphone. Elle reçoit de l'énergie électrique qu'elle stocke sous forme chimique et ensuite, dès que vous en avez besoin, elle vous rend cette énergie qu'elle a stockée, elle va la retransformer en énergie électrique qui va permettre à vos composants, aux composants de votre téléphone de fonctionner. Donc ici, on est dans le cas d'un récepteur pur et on va regarder quelle est la différence de potentiel aux bornes de ce récepteur. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut se rappeler, parce qu'on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est que le récepteur ne peut être traversé que de sa borne de plus haut potentiel à sa borne de plus bas potentiel, donc du plus au moins. D'accord? Alors, je vous ai mis ici, attention à la polarité du récepteur, le courant entre par la borne plus et sort par la borne moins. Donc ici, si j'écris VA moins VB, ça veut dire que la borne plus est à gauche et que la borne moins
le courant entrant dans ce sens, ça veut dire que la borne plus est à gauche et que la borne moins est à droite. Et que donc VA moins VB, c'est la force contre-électromotrice du récepteur. Figure de droite, j'ai le courant cette fois qui passe du point B au point A. Alors, automatiquement, comme c'est un récepteur pur, ce n'est pas un générateur réversible, eh bien, ça veut dire que pour que ce courant puisse passer dans ce sens, il faut que la borne plus soit à droite et la borne moins à gauche. C'est-à-dire que si vous laissez votre récepteur avec la borne plus à gauche et la borne moins à droite, et que vous voulez faire passer un courant dans ce sens, il ne se passera rien du tout, il n'y aura pas de courant dans ce sens. D'accord ? La seule manière de faire fonctionner votre récepteur, c'est de le retourner et de le mettre de manière à ce que la borne plus soit à droite et la borne moins à gauche. Ce qui fait que cette fois, eh bien, je vais avoir VB moins VA qui est égal à petit e, puisque VB c'est le potentiel de la borne plus et VA c'est le potentiel de la borne moins. Donc VB moins VA égale petit e, ce qui fait que VA moins VB c'est moins petit e. Vous voyez bien que c'est quelque chose de négatif puisque VA c'est le potentiel de la borne moins et que VB c'est le potentiel de la borne plus. Voilà donc pour un récepteur pur. Est-ce que c'est bon ?